Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Je pense qu'on a vraiment une belle soirée. Et j'aimerais saluer l'ensemble des dignitaires qui sont ici. Permettez-moi de saluer un petit peu plus spécifiquement nos lauréats. Donc, Mme Massé, M. Ricard, j'ai lu votre livre, extrêmement intéressant, et d'ailleurs, j'y reviendrai. Permettez-moi aussi de saluer mon ancien collègue, Xavier Barsalou-Duval, et un salut plus particulier à Benoît Roy. Parce que si nous sommes réunis ici ce soir, c'est grâce à lui. Et il nous le dit d'entrée de jeu, le devoir de mémoire, 15 février 1839. Et au passage, permettez-moi aussi de dire merci à Pierre Falardeau, qui en a fait un film extraordinaire. Je pense qu'il faut se rappeler. On a décrit sur nos plaques d'immatriculation, je me souviens, je pense qu'on l'a écrit, c'est pour ne pas oublier, parce qu'on oublie trop facilement. Le devoir de mémoire, parce que ça a l'air des fois que la mémoire, c'est pas notre fort. Mais comment ça se fait que la mémoire, c'est pas notre fort? Et en lisant ce livre-là, vous allez comprendre. La mémoire, c'est pas notre fort parce qu'on essaie de nous implanter une autre mémoire, la mémoire de l'histoire britannique. L'histoire britannique, ce n'est pas notre histoire. Et on essaie de nous faire croire que nous sommes responsables de toutes les horreurs britanniques, alors que ce ne sont pas nos horreurs. Et je pense que c'est important de se le rappeler. Et je vais commencer avec le mythe des deux peuples fondateurs. Misère, les deux peuples fondateurs. On ne l'a jamais voulu, on a été conquis. C'est pas pareil. Il n'y a pas eu deux peuples fondateurs, il y a eu deux peuples conquis. Les Canadiens français et les Autochtones, qui sont ces deux peuples-là nos ancêtres. Et c'est important d'y revenir. La conquête, nous autres, on appelle ça la conquête, hein? Mais aux États-Unis, savez-vous qu'ils n'appellent pas ça la conquête? Ils appellent ça le French and Indian War. Pourquoi donc? Parce qu'il y avait une grande alliance des Canadiens français avec les Autochtones. Une très grande alliance. Et là, je vais me permettre de faire un détour. Parce que dans nos relations avec les Autochtones, c'est important qu'on remette l'histoire à la bonne place et les culpabilités à la bonne place. Parce que lorsque Samuel de Champlain est arrivé à Québec, bien, il a fait une alliance commerciale et militaire. Commerciale pour la traite des fourrures et militaire pour la protection des nations autochtones. D'à peu près toutes les nations autochtones contre les Iroquois. Donc, c'était une alliance d'égal à égal. Et là, vous me permettrez, j'ai dit j'allais y revenir, donc j'en fais la promotion, vous l'achèterez, vous allez voir, c'est très intéressant. Mais, à compter de cette grande alliance-là, il y a eu celle de Champlain, mais il y en a eu d'autres, celle de 1603, durant les 157 années qui suivent, une multitude de traités uniront nos ancêtres aux Autochtones. Aucun de ces pactes n'aura pour but de déposséder les Amérindiens. Au contraire, je pense que c'est extrêmement important parce que la façon de coloniser des Français et des Britanniques était complètement différente. Les Français faisaient des alliances commerciales et militaires, mais n'avaient pas pour but de déposséder des terres. Les Britanniques dépossédaient les terres parce qu'ils faisaient des colonies de peuplement complètement différentes. Tant et tellement qu'un autre écrivain, René Boulanger, qui a fait un livre sur la conquête, que lui n'appelle pas la conquête, mais l'invasion britannique, le French and Indian War, bien lui, il conclut qu'en 1760, ça a été le début du génocide des Autochtones américains, parce qu'ils n'étaient plus protégés par les Canadiens français au niveau militaire. Et là, on peut-tu se dire là, que la façon de coloniser n'était pas du tout la même chose? M. Ricard le dit un peu tantôt, et c'est drôle, hein, il faut que ça vienne souvent d'ailleurs, hein, un historien américain, David Hackett Fisher,
qui dit très bien: quelque chose d'extraordinaire s'est produit en Nouvelle-France au début du 17e siècle. Les fondateurs de la Nouvelle-France ont su maintenir de bonnes relations avec les Indiens d'Amérique, mieux que toute autre puissance colonisatrice. Ces Français n'étaient pas venus conquérir les Indiens ou les asservir comme c'était le cas en Nouvelle-Espagne. Ils ne maltraitèrent pas comme les Anglais en Virginie, ni ne les chassèrent de leur territoire comme en Nouvelle-Angleterre. Dans la région que l'on commençait à appeler le Canada de 1603 à 1635, de petites colonies de Français et d'imposantes nations indiennes vécurent les unes près des autres dans un esprit d'amitié et de concorde. Pas du tout la même chose, complètement différent. Et M. Ricard le dit, mais je pense que c'est important de le répéter, la répétition faisant partie de l'apprentissage. Personne mieux que l'historien américain Francis Parkman, que M. Ricard a prononcé tantôt, en 1867, n'a exprimé ce point de vue. La civilisation hispanique a écrasé l'Indien, la civilisation britannique l'a méprisé et négligé, et la civilisation française l'a adopté et a veillé sur lui. Un autre historien, toujours dans le même livre, Charles John Balesi, sans leur absence de préjugés envers les Indiens, les Français n'auraient jamais pu contrôler pendant plus d'1 siècle un territoire allant du Canada au golfe du Mexique. C'est parce qu'il y avait des alliances. Ce n'était pas seulement les 70 000 Canadiens français, il y avait 500 à 600 000 autochtones avec les alliances. Les Espagnols écrasèrent les Indiens, les Anglais les surveillèrent et les négligèrent, tandis que les Français leur ouvrirent leurs bras. Complètement différent. Et quand on regarde dans l'histoire des États-Unis, le génocide des Autochtones, c'est affaire de Britanniques. Le génocide de la nation Péquot, il en parle à la page 145 en 1637, c'est les Britanniques. L'extermination des Biotoques de Terre-Neuve, ce sont les Britanniques. Et la première guerre bactériologique pour le génocide des Autochtones, Amherst, encore un Britannique. Il faut savoir qu'à l'époque, avec les Autochtones, il y avait plusieurs centaines de Canadiens français qui se battaient à leur côté, mais qui, eux, étaient plus immunisés. Donc, on peut-tu remettre la responsabilité à la bonne place? Et ça finit pas là. Ça finit pas là. La loi sur les Indiens, c'est qui l'a mis en place? C'est une loi raciste, on peut-tu se le dire? Et MacDonald, il était raciste. Et les Autochtones, ils ont goûté. Puis je peux vous dire que MacDonald était aussi raciste envers les Canadiens français, mais les Canadiens français étaient juste trop nombreux pour qu'ils procèdent exactement de la même façon qu'avec les Autochtones. Si on avait été moins nombreux, on y aurait goûté aussi fort. Il a juste procédé autrement. Les réserves, c'est raciste. C'est MacDonald qui a mis ça en place. Les pensionnats, parce qu'on en parle de ce temps-ci, les pensionnats autochtones, et c'est intéressant de voir dans le livre les faits. Des 139 pensionnats au Canada, seulement 4 étaient francophones, et ces 4-là sont arrivés 100 ans après les premiers pensionnats autochtones. 100 ans! Et des 4134 enfants autochtones morts, 38 seulement au Québec. Et il y avait une volonté au Québec de faire les choses autrement, mais malgré nous, nous étions sous domination britannique et on avait l'obligation, on se faisait mettre de la pression pour appliquer les lois britanniques. Et on le dit plus tôt, les patriotes voulaient reconnaître les Autochtones comme des égaux. Ça, je pense que c'est important. C'est important pour la suite des choses parce que moi, je suis convaincue que la prochaine fois qu'on va aller voir le peuple pour notre indépendance, bien, il faudra recréer la Grande Alliance.
Moi, je crois que c'est essentiel. Et vous savez, diviser pour régner, là, c'est vieux comme le monde, mais ça a toujours marché. Et d'ailleurs, on dit ici que les anglo-saxons sont passés maîtres dans l'art d'antagoniser les peuples. Et chez les peuples conquis, ce qui était le cas ici, ce qui est encore le cas d'ailleurs, on n'aime pas ça de l'entendre, hein? Parce que si on n'était pas conquis, puis si tout allait bien, on ne voudrait pas sortir du Canada. On veut sortir du Canada parce que ça ne va pas bien, fait qu'il faut se dire que ça ne va pas bien. Chez les peuples conquis, cet art leur sert essentiellement à diviser pour régner. C'est le fer de lance de la philosophie coloniale britannique. Bien, ils l'ont utilisé aussi entre nous et les Autochtones, et même entre les Québécois. Et donc, je pense que c'est important qu'on retravaille à cette grande alliance-là avec la nouvelle République du Québec. Nous serons tous les fondateurs de ce nouveau pays, qu'on soit ici depuis 700 ans, 70 ans, 7 ans. Nous serons tous les fondateurs de ce nouveau pays. Et vous me dites, on est dans une période un peu morose. Tu nous parles de République, tu nous parles de faire l'indépendance, mais regarde donc comment va le mouvement indépendantiste. Ouais. Bien, des gens se posent la question sur l'avenir du Parti québécois, du Bloc québécois. Moi, je vous dirais, ce n'est pas la bonne question. La bonne question à se poser, c'est est-ce qu'on veut toujours réaliser l'indépendance du Québec? Et c'est ça la question. Et pourquoi c'est ça la question? Et vous serez peut-être un peu surpris de l'entendre. Mais vous savez, des partis politiques, c'est juste des véhicules. Hein? Ce qui est important, c'est notre volonté collective. Et si on regarde, vous allez peut-être être un peu surpris d'entendre ce que je vais vous dire, peut-être même certains d'entre vous un peu choqués. Mais si on regarde depuis 23 ans, faites le calcul, là, ça nous mène à 95. Depuis 23 ans, qu'est-ce qui s'est fait par les partis politiques indépendantistes pour la préparation de l'indépendance? Presque rien. En fait, hein, c'est toujours l'exception qui confirme la règle. Il y a eu le budget de l'an 1 de François Legault, qui n'a jamais été mis à jour. Pourquoi? Je ne sais pas. Non, je sais pourquoi. Parce que les gens avaient peur des chiffres. Moi, je l'ai demandé souvent qu'on le mette à jour. Mais ce n'est pas en tenant les gens dans l'ignorance qu'on va avancer et qu'on va combattre la peur. Parce que vous savez, d'aller à Québec pour être un bon gouvernement, bien ça sous-entend un bon gouvernement provincial. Bien, un bon gouvernement provincial, qu'est-ce que ça a comme dommages collatéraux? Bien, c'est qu'on laisse croire à la population, comme mouvement indépendantiste, que dans le fond, ça marche et qu'on peut améliorer le Québec à l'intérieur du Canada. Si on croit à ça, c'est correct. Mais on ne peut pas améliorer le Québec à l'intérieur du Canada. Même le Québec Inc. qu'on a créé, là, bien, on est tout en train de les perdre un après l'autre. C'est pas une blague, là. Les belles entreprises, là, on est en train de toutes les perdre les unes après les autres. Pourquoi? Parce qu'on n'est encore rien qu'une province. Parce qu'il en existe un pouvoir d'empêcher l'exode des sièges sociaux. Et il est à Ottawa. C'est Xavier Barcelou-Duval qui l'a sorti. Il est à Ottawa. Il l'utilise pour protéger les entreprises canadiennes comme Potash Corp, mais il ne l'utilise pas pour protéger Alcan. Il ne l'utilise pas pour protéger Rona. Il ne l'utilise pas pour protéger Bombardier. Et nommez-les. C'est ça le prix à payer d'être encore une province. Il y en a un gros prix à payer et il coûte cher tous les jours. Et d'aller à Ottawa pour défendre les intérêts du Québec, sous-entendu dans le régime actuel, donc sous-entendu défendre les intérêts de la province du Québec, bien ça fait quoi ça?
on laisse encore croire à la population que c'est possible d'améliorer la place du Québec à l'intérieur du Canada. Mais voyons donc. On ne veut pas aller défendre les intérêts de la province du Québec. On veut aller préparer la République du Québec. Ce n'est pas la même chose. Ce sont deux projets différents. Et je pense que le mouvement, dans le temps, s'est un peu perdu, s'est égaré, et on constate les résultats électoraux. C'est pas pour rien qu'on a ces résultats-là, là. C'est pas le fait d'une élection, d'une erreur tactique. Non, c'est plus profond que ça. On ne peut pas, d'un côté, travailler à l'amélioration du régime, puis dire du même souffle qu'il faut faire l'indépendance. Ben non, si le régime est améliorable, il n'y a pas de raison de vouloir en sortir. Le régime n'est pas améliorable. C'est le régime qu'on veut combattre. Et donc, là, il y a un sérieux coup de barre à donner. Mais un maudit gros coup de barre, excusez le mot, là, à donner. Mais moi, vous savez, je ne suis pas pessimiste, je suis même très optimiste. Parce que là, ça, c'est dans le mouvement, là, hein, qu'on se pose toutes ces questions-là. Mais la population, là, malgré tous les égarements du mouvement, la population reste à 35 à 40 % en faveur de l'indépendance du Québec. C'est énorme. C'est énorme. Donc, le terreau, il est extrêmement fertile. On ne part pas de zéro. On part avec un appui de 35 à 40 %. Et vous savez, en Écosse, juste pendant l'année référendaire, ils ont augmenté l'appui à l'indépendance de 15 % parce qu'ils en parlaient. Puis nous, on pense que c'est mieux de ne pas en parler. Pensez-vous que c'est en parlant pas de quelque chose qu'on va le faire avancer? Demandez n'importe qui en marketing, il n'y a personne qui va vous croire. Mais le mouvement indépendantiste, il a cru à ça pendant des années. Et je m'inclus là-dedans, là. Je m'inclus là-dedans. J'en ai fait partie. J'ai été 30 ans au Parti québécois. J'ai travaillé sur toutes sortes de dossiers. En 2014, j'ai commencé à me poser des questions sur comment on doit faire les choses. Avant ça, je dois vous avouer bien humblement que j'avais des paradigmes. Hein? On a chacun nos paradigmes. Moi, j'avais les miens. Je suis arrivée au Parti québécois, j'avais 19 ans. C'était en 87-88. Et celui qui est devenu chef s'appelait Jacques Parizeau. Et je me suis toujours dit que je n'allais pas challenger Jacques Parizeau sur le processus et la démarche à l'indépendance, qu'il savait probablement pas mal mieux que moi, et j'allais travailler sur d'autres dossiers, comme l'environnement et le développement économique lié à l'environnement. C'était pas très fort au Parti québécois à l'époque. Puis je suis restée sur cette lignée-là. Je me suis toujours dit que les gens qui étaient là avec moi, ils avaient pensé puis ils savaient où ils s'en allaient. Jusqu'en 2014, où là, j'ai réfléchi à la course à la chefferie, je me suis dit, ben là, moi vraiment, qu'est-ce que je pense? Et depuis, pour me rendre compte que si on n'a pas les résultats qu'on souhaite, c'est pas que les gens ne veulent pas. C'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il y avait à faire pour que ça l'arrive. Et donc, moi, ça, je trouve que c'est très positif parce qu'on a juste à le faire puis ça va marcher. Non, mais c'est vrai, là. C'est pas parce que les gens veulent pas. Et c'est pas parce qu'on a tout essayé. Si on avait tout essayé puis ça n'avait pas marché, on pourrait être un peu découragé. Mais non. On est comme sorti du placard en 95, on l'avait gagné, mais ils ont triché, puis on n'a rien fait avec ça, puis c'est comme si on était rentré dans le placard après. Donc, moi, je pense que on peut tout à fait y arriver. Tout dépend de notre volonté collective. Et ça, c'est très fort, la volonté. Et ça fait toute la différence. Parce qu'à part la volonté, pour le reste, on a tout pour réussir. On a l'expertise, on a les connaissances, on a la capacité. Et on gère déjà un État avec des pouvoirs étirés au maximum, là, puis ça commence à craquer, là. Mais on gère, c'est mieux que la Catalogne, hein? Nous, on va chercher des impôts en Catalogne et ils sont fait couper les vivres directement par l'Espagne. Nous, on n'aura pas ça. On a déjà des délégations, on a transformé des délégations en ambassades, c'est pas bien compliqué, là.
Donc, on a déjà touché, goûté, exercé ces pouvoirs-là. Et là, il n'en reste qu'à nous à se préparer. Préparer l'indépendance, ça se fait. Et c'est pour ça qu'on a créé le mouvement Québec indépendant. En dehors des partis politiques, transpartisans, indépendantistes assumés, parce que c'est pas vrai que ça va tomber du ciel puis qu'on va se mettre à attendre que ça arrive. Si on est à attendre que ça arrive, ça n'arrivera pas. Je vous le dis, là. C'est pas les Canadiens anglais qui vont dire « on est content que vous deveniez indépendants ». Ça n'arrivera pas. Vous pouvez rêver en couleur, mais ça n'arrivera pas. Il faut être proactif et de bonne humeur, parce que c'est important la bonne humeur. Donc, on a créé le mouvement Québec indépendant avec des conférences d'information, parce que comment on fait pour combattre la peur? Bien, c'est avec des connaissances puis de la fierté. C'est comme ça qu'on combat la peur. Et j'ai plaisir de vous dire, et j'ai déjà vu la première mise en page, que notre nouvelle revue, Oui, je le veux, va commencer à sortir, 4 publications par année, va sortir le mois prochain. Donc, une revue d'actualité politique et ludique, je pense que c'est la première fois que ça existe au Québec, sur l'indépendance. Une revue totalement indépendantiste. Vous aurez une version papier et des versions électroniques qui seront disponibles. Donc, moi, j'ai envie de vous inviter. Il y a toutes sortes d'outils. Celui-là, il y en a d'autres. Parlez de la République du Québec. Parlez des raisons de faire de l'indépendance dans votre entourage, avec vos amis, avec vos collègues. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Et moi, je suis certaine qu'on va trouver à terme un véhicule, que ce soit un véhicule ou un autre. Le nom du véhicule n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est les gens qui sont là et c'est la volonté. Et moi, j'ai confiance qu'on va réussir à la faire, notre République du Québec, avec la Grande Alliance. Merci. Viens, un nouveau jour va se lever et son soleil